Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui, cette fois, est organisée en compagnie de Laurence Dubory de Perceptiothérapie. Aujourd'hui, nous allons explorer un domaine fascinant et souvent mal compris, l'hypnose. Pour nous éclairer, comme je vous l'ai dit, Laurence Dubory. Laurence Dubory, bonjour. On va rentrer Bonjour. directement dans le vif du sujet. L'hypnose, Mhm. c'est quoi? Alors, l'hypnose, merci de me donner la parole sur ce sujet effectivement passionnant qu'il faut bien connaître pour mieux y recourir d'ailleurs. L'hypnose, c'est un phénomène cérébral naturel, c'est un état modifié de conscience qui est présent chez nous tous d'ailleurs. C'est donc un état naturel que nous connaissons à la fois la journée, la nuit, régulièrement dans la journée, pour justement finalement se mettre en mode veille, un peu comme nos appareils électriques. Ce qui ne nous empêche pas, je vais vous donner quelques exemples, d'avoir une activité souvent soutenue et très concentrée. Par exemple, conduire. On conduit très souvent en état d'hypnose. Lire un livre, ça peut paraître un petit peu plus intuitif, comme regarder la télé. Mais on peut faire beaucoup de choses sous hypnose, cuisiner, couper des légumes, hein, voilà. Et ça peut être potentiellement dangereux. Donc la nuit aussi, on a cette activité-là de mise en transe hypnotique, d'état modifié de conscience dont on se finalement, on en a moins conscience évidemment parce que l'on dort. Alors important, c'est une transition importante. L'hypnose, c'est pas du sommeil, hein. Les électroencéphalogrammes, les IRM, en tout cas l'imagerie maintenant médicale nous montre que euh, l'hypnose, c'est un état de conscience particulier. Ce n'est pas de la conscience, ce n'est pas du sommeil, c'est vraiment quelque chose à part. Donc c'est un état naturel. Et pour ceux qui ont déjà fait de l'hypnose ou qui souhaiteraient en faire, sachez que c'est aussi un état de perception augmentée. On n'est surtout pas en situation de sentir dans le sommeil ou en tout cas dans un état second. On est dans un état de perception augmentée et même dans un état un peu dissocié. Pour bien qualifier l'hypnose, donc, on est dans un état modifié de conscience. C'est bien ça. Tout à fait. Qui amène un état de perception olfactif, auditif, visuel parfois, sensoriel dans tous les cas, émotionnel aussi, qui peut être particulièrement exacerbé. Ça va être d'ailleurs très très utile. Et puis, on est dissocié. Dissocié, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est ici et ailleurs, qu'on est finalement doublement perceptif. Et ce qui va permettre justement ce travail de suggestion qui va être intéressant pour amener le consultant au changement. Voilà. Donc, en fait, l'hypnose, c'est un état naturel, mais évidemment, en cabinet, euh, on est tenu à une temporalité, il faut y aller dans l'heure, et puis il faut y aller peut-être aussi dans une certaine intensité. Il y a plusieurs niveaux d'hypnose. En principe, quand je vous parlais, vous êtes en hypnose quand vous conduisez, par exemple, vous êtes en transe hypnotique légère. Il va parfois être nécessaire de partir dans un niveau d'hypnose un peu plus profond, hein. Ça peut aller jusqu'à un état assez profond qui permet justement de réaliser des opérations chirurgicales, hein, puisque l'hypnose est utilisée aussi comme anesthésiant et également à des fonctions analgésiques dans le cas de la gestion de la douleur. Donc il y a différents niveaux d'hypnose et effectivement, euh, on y va de façon guidée avec l'hypnothérapeute à un certain moment. C'est pour ça que, on va le voir par la suite, c'est important pour le thérapeute de bien amener cet outil technique qui est l'induction hypnotique, qui est finalement la mise en transe et la mise en transe hypnotique, la mise en transe en général. Euh, Vous posiez la question, je pense, ou en tout cas les gens ont souvent peur de cette perte de contrôle. Ils ont peur justement d'être manipulés, hein, un peu comme l'on voit avec l'hypnose de spectacle, qui est un divertissement. Alors, l'hypnose de spectacle n'est pas l'hypnose thérapeutique parce qu'elles ont donc des objectifs différents, hein. L'hypnose thérapeutique, elle est là pour accompagner le consultant à lever des blocages ou à trouver des ressources pour performer, par exemple, alors que l'hypnose de spectacle a pour but de divertir.
Et du coup, on est sur une finalité différente et la motivation aussi est complètement différente. Comment peut-on les différencier? Ce que je veux dire par là, ce sont de mêmes hypnoses ou ce sont des hypnoses alternatives ou différentes dans le cas présent? Alors, les techniques peuvent parfois, alors dans l'hypnose de spectacle, c'est pas du tout l'hypnose ericksonienne, puisqu'on n'est pas sur un langage métaphorique, c'est l'hypnose classique, donc très direct. Il faut savoir que les hypnotistes de spectacle, qui sont des gens extrêmement compétents, euh, présélectionnent les personnes. Euh, Nous sommes tous réceptifs à l'hypnose, on va le voir, mais pas au même degré. Donc il y a certains d'entre nous qui sont très suggestibles et partent en hypnose très facilement. Ces gens-là vont être présélectionnés par les acolytes de l'hypnotiste de spectacle. Et du coup, c'est ces gens-là qui vont effectivement plus facilement se retrouver sur scène. En plus, va devenir dans les deux cas la motivation de la personne. Quand on part avec des copains, des amis, donc la famille, des collègues, voir un spectacle avec un hypnotiste et que l'on est présélectionné, on a souvent un peu de mal à se dire je vais faire foirer le spectacle et je vais finalement accepter de faire le canard ou le saxophoniste. Ça ne m'engage pas à grand-chose et finalement je me prends au jeu. Dans le cas de l'hypnose thérapeutique, la personne va avoir la motivation d'amener un changement dans sa vie, être soulagée, gagner en autonomie, peut-être performer, gagner en confiance en soi, gérer une douleur. En tout cas, la motivation est complètement différente. La place de l'hypnotiste est différente aussi. L'hypnotiste de spectacle a une position haute, il a une position dominante. C'est lui qui gère le spectacle. Il en a la responsabilité. Est-ce que l'hypnose spectacle ne donne pas le sentiment, justement par ces personnes qui sont visiblement plus sensibles que d'autres à l'hypnose, bah, de cette manipulation qui, d'une certaine manière, peut être un petit peu plus préjudiciable en termes d'image, bah, auprès des hypnothérapeutes qui ont peut-être tout un travail de conviction à émettre avant de pouvoir avoir une clientèle fondée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors c'est ce qu'on fait tous, hein. Les premières minutes de l'entretien, quand la personne vient pour la première séance, c'est d'expliquer ce qu'est l'hypnose et il y a une relation thérapeutique qui se met en place avec un consentement qui est recueilli par le thérapeute. Donc on n'y va pas à l'insu contre le gré de la personne. Elle n'y va pas contre son gré, elle y va de façon consentie. On explique aussi, ce que je vous ai expliqué avant, c'est qu'il y a une perception augmentée, c'est que la personne n'est pas en situation de sommeil. Donc, à tout moment, elle peut très bien, si elle ressent le besoin, se manifester. C'est par ailleurs très souvent amené par le thérapeute, hein, soit une interactivité, soit ce qu'on appelle un signaling qui permet justement à la personne de se manifester. Et si toutefois il y avait quelque chose, une manipulation qui intervenait, la personne pourrait réagir. Un exemple un peu bête, mais si je demande à un de mes clients le numéro de sa carte bancaire, je pense qu'il va rapidement se réveiller. En tout cas, il va rapidement revenir à un état conscient et non plus à cet état de perception augmentée et cet état modifié de conscience. Donc voilà, on recueille vraiment le consentement de la personne, on explique et on met en place une relation thérapeutique qui est d'écoute, bienveillante et de mise en sécurité. Alors, on parle souvent d'inconscient en hypnose. Quel rôle joue-t-il précisément dans ce processus thérapeutique? L'inconscient est central parce que c'est avec lui que l'on va travailler. On va mettre en place ce dialogue conscient-inconscient. C'est pour ça que je vous parlais de dissociation tout à l'heure. C'est pas schizophrène. Hein, effectivement, il va y avoir une sorte de passerelle qui va se faire entre le conscient et l'inconscient parce qu'on va travailler
avec l'inconscient, qui est également un état particulier du fonctionnement cérébral, qui est vraiment très utile. C'est même, je dirais, vraiment le travail principal qui va se faire en hypnose avec l'inconscient, parce qu'on considère finalement que l'inconscient est à la fois un puits de ressources pour la personne, dans lequel elle va, justement, on va l'accompagner pour qu'elle aille puiser des solutions, pour qu'elle aille puiser, elle aille certainement aussi changer ses représentations qui vont l'amener à modifier son comportement, mais c'est également l'inconscient, parfois des blocages. Des blocages qu'il va peut-être falloir s'agir, il va falloir lever, donc à la fois puits de ressources, à la fois éventuellement des blocages, ça peut être des conflits internes, ça peut être des mécanismes de défense qui ont été, qui se sont mis en place avec le temps. Donc finalement, ça va être vraiment le lieu important pour nous, cette passerelle qui va être créée entre le conscient et l'inconscient. Vous distinguez à l'écran le Mind Model de Gerald Kine. Et vous distinguez effectivement les trois différents niveaux de conscience. Le conscient, le mental, le subconscient et l'inconscient. Ce sont trois niveaux de conscience avec lesquels nous travaillons en hypnothérapie. Alors le conscient, le mental, représente la mémoire à court terme, la volonté, l'aptitude à la décision, également la logique analytique. Le conscient, c'est ce avec quoi nous fonctionnons tous les jours dans nos activités quotidiennes, dans notre travail, pour décider de choses importantes, pour pouvoir effectivement faire acte de volonté, ou justement utiliser notre logique analytique. C'est très très utile dans nos activités du quotidien. Le subconscient, c'est la mémoire permanente, les émotions, les habitudes, l'autoprotection. Alors le subconscient est très utile parce que c'est là où vont bien souvent, je parlais de ressources et je parlais de blocages, vont se situer à la fois les blocages quand il y en a, et également les ressources. Par exemple, le tabac est une habitude qui peut répondre à un trop-plein d'émotions. C'est une habitude qui souvent fait plaisir, il y a du plaisir associé à l'action de fumer, et donc il va y avoir un mécanisme finalement d'autoprotection de la part du subconscient pour justement conserver cette habitude-là. Donc consciemment, on a envie d'arrêter de fumer, mais de façon inconsciente, via le subconscient, eh bien, on va maintenir cette habitude, d'où l'intérêt de partir en hypnose, lever certains de ces blocages. Voilà. L'inconscient correspond aux fonctions automatisées du corps, telles que les fonctions cardiaques, les fonctions respiratoires, le système nerveux autonome, le système immunitaire. Et notamment, l'inconscient va jouer quand finalement, quand on n'arrive pas à exprimer des choses et on les imprime dans le corps. Ce sont les troubles psychosomatiques, par exemple, ça peut être la douleur. Et là, ça va être également très important de pouvoir aller contacter l'inconscient et travailler avec. Alors, l'action hypnotique, il y a un moment de bascule important, c'est le contournement du facteur critique. Le facteur critique se développe autour de 5-6 ans, et bien avant, quand il y a eu des facteurs émotionnels importants, eh bien, on n'a pas pu les analyser, on n'a pas pu revenir dessus, et il va pouvoir y avoir à un moment donné un facteur de répétition qui va amener des événements difficiles à vivre. Et contourner le facteur critique, ça implique d'utiliser l'hypnose, l'induction hypnotique, pour finalement permettre à la personne, avec son accord en confiance, de devenir suggestible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec son consentement, travailler sur le subconscient
et l'inconscient. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, le contournement du facteur critique via l'induction hypnotique est vraiment une bascule essentielle dans le travail hypnotique. Je reviens sur l'approche hypnothérapeutique. Quels sont concrètement les effets de l'hypnose? Comment s'active le potentiel d'auto-guérison ou de résilience? Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets? Les effets de l'hypnose sont multiples. Euh, Au niveau physique, hein, c'est la gestion de la douleur, hein, qui est assez connue. Au niveau psychosomatique, les troubles psychosomatiques notamment. Ça peut être également, et c'est très souvent les raisons et les motivations qui font que les gens viennent en hypnose, des raisons psychologiques. Donc ces fameux blocages dont je parlais et qui vont se retrouver soit dans une manifestation physique, physiologique, ou bien par des manifestations en lien avec des comportements peu adaptés avec son environnement. Donc ça, c'est les effets que l'on connaît le plus. Au niveau des comportements, il y a l'addiction, qui est un comportement ressource, hein. C'est parce qu'on a beaucoup d'émotions ou qu'on a vécu quelque chose de difficile à un moment donné, qui génère des émotions, que l'on va aller chercher cette addiction qui va permettre justement de masquer et d'éviter de s'effondrer dans la réaction émotionnelle. Ça peut être les pulsions alimentaires, ça peut être également des phobies ou des troubles anxieux plus généralisés qui ont souvent, alors là ça va être intéressant d'aller à l'origine l'événement initial. Et puis il y a le stress et la douleur qui vont d'ailleurs souvent ensemble, sur lesquels l'hypnose maintenant a des résultats prouvés scientifiquement. Donc l'hypnose a un effet à la fois de libération, hein, stress, par cette détente, hein. Quand on est en hypnose, on se détend vraiment beaucoup, c'est d'ailleurs, on le ressent. Et puis, on va aussi modifier des comportements parce qu'on modifie les représentations que l'on a de son problème grâce au travail hypnotique qui est fait avec le thérapeute. Pour faire très précis, quelle est la différence entre un psychothérapeute et un hypnothérapeute? Alors, les deux sont des thérapeutes, déjà, hein. Ils ont des approches très différentes, qui peuvent être d'ailleurs complémentaires, hein, tout à fait. Alors, le psychothérapeute, lui, va mener une analyse et part du postulat que quand il va amener des éléments de compréhension à la personne et quand la personne, le consultant ou le patient pour lui, va être amené à comprendre ce qui lui arrive, ça va être un facteur de résilience et d'auto-guérison. Vous parliez d'auto-guérison il y a quelques minutes. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, le thérapeute, qu'il soit hypnothérapeute ou psychothérapeute plus classique, sont formés aux différentes thérapies, que ce soit des thérapies individuelles, des thérapies familiales, des thérapies conjugales, les thérapies de l'attachement, par exemple aussi, ou la relation d'aide. Ils ont je dirais, ces dénominateurs communs. La différence pour l'hypnothérapeute, c'est que l'hypnothérapeute, lui, ne va pas s'attacher aux causes. Lui, son postulat, ce n'est pas que la personne comprenne pourquoi elle est dans cette situation. Il va s'attacher aux symptômes. Il va s'attacher à ce que la personne apporte. La peur, c'est un symptôme. La douleur, c'est un symptôme. La douleur chronique, hein, j'entends. Donc c'est différent. Le trouble psychosomatique, l'insomnie, c'est un symptôme. Euh, Ça peut être un eczéma. Ça peut être aussi un symptôme de quelque chose de physiologique qui se trouve derrière. Ça va être intéressant, un, de partir
si c'est nécessaire, jusqu'à l'origine, peut-être l'événement qui a amené justement ce type d'expression, parce que tout ce qu'on dit en fait dans notre jargon, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, hein. Donc tout ce qui n'a pu être exprimé par des mots MOTS va s'exprimer par des mots MAUX. Et du coup, on va partir de ce symptôme qui va être en fait une ressource. Le symptôme, c'est le signal qu'il y a un blocage inconscient. Un blocage qui trouve également des ramifications dans le conscient puisque la personne est perturbée. Elle est très irritable, elle a mal au dos, elle mange plus que de raison, elle fume et boit également plus que elle le souhaiterait d'ailleurs souvent. Donc, la personne va mettre en place des tentatives de solution au niveau conscient en se disant mais ça va pas, je suis énervée, j'arrête pas de boire, il faut que j'arrête. Et puis plus elle essaie et moins ça fonctionne. Donc, on va nous s'attacher vraiment à vraiment comprendre ce symptôme pour en fait finalement une clé du changement en allant explorer dans l'inconscient. Si on revient un petit peu sur l'histoire de l'hypnose et puis plus particulièrement de l'hypnothérapie, Mhm. est-ce que c'est une pratique récente ou il y a un fond historique dédié à tout cela? Alors, l'hypnose moderne est relativement récente. En revanche, dès l'Antiquité, les Grecs et les Égyptiens se sont rendus compte qu'il y avait différents états de conscience. D'un point de vue, il y avait différents niveaux de conscience. Et bien sûr, ils se sont intéressés à cela et justement essayer de les modifier via des rituels chamaniques et puis différentes pratiques énergétiques, magnétiques. Enfin voilà, c'était encore de l'ordre un peu de l'ésotérique. Et puis, il faut attendre le 18e siècle avec Anton Mesmer, qui lui était magnétiseur. C'était le père de ce qu'on appelle le magnétisme animal. C'est-à-dire qu'il lui soignait avec des passes manuelles notamment, et il considérait que nous avions dans le corps une sorte de fluide naturel énergétique qui était responsable de notre santé à la fois corporelle et mentale. Et du coup, on lui doit, ce qui est intéressant par rapport à l'hypnose, c'est qu'il avait compris qu'en mettant les gens en transe hypnotique à sa façon, hein, eh bien, il obtenait des résultats assez intéressants et ça lui permettait, lui, d'utiliser le magnétisme de façon beaucoup plus efficace, finalement. Donc, l'intérêt aussi avec Anton Mesmer, on lui doit quand même quelque chose, c'est que il avait compris que il était important que le praticien, thérapeute, médecin, qu'importe, en tout cas la personne qui amène l'induction hypnotique, nourrissent déjà et je dirais tissent avec la personne, avec le consultant, pour nous maintenant, une relation étroite, une relation de confiance pour que ça fonctionne. Et on lui doit déjà ça. Alors même si ça restait encore très ésotérique, on va lui rendre déjà cette paternité-là. Je dirais que l'hypnose telle que nous la connaissons actuellement, avec ses ramifications médicales, même si l'hypnose ne requiert aucune compétence médicale, hein, ça ne relève pas du tout du domaine médical, c'est James Braid, qui était un médecin écossais au 19e siècle, à qui l'on doit finalement un certain nombre de découvertes. Découvertes notamment que c'était un phénomène naturel, et il a posé des mots, il l'a documenté, et c'était pas simplement quelque chose de magique. Donc il a posé des mots médicaux dessus, en tout cas des explications. Il en a fait aussi quelque chose de plus technique, des techniques d'induction. Alors c'était des techniques directes, hein, c'était ce qu'on appelle maintenant plutôt l'hypnose classique. Mais il a également expliqué que c'était un niveau de concentration et de focalisation très particulier. Et ça, vraiment,
on lui doit ça, et puis il a compris aussi, et il l'a expérimenté. C'est pour ça que je trouve que James Braid est très intéressant, que l'on pouvait traiter à la fois des mots d'ordre physique et d'autres d'ordre mental et psychologique. Et ça, vraiment, je dirais que lui a lancé l'hypnose au sens que l'on la connaît et on la pratique aujourd'hui. Freud, au XXe siècle, première moitié, a apporté quelque chose d'intéressant. Même si moi je ne suis pas psychanalyste, c'est important parce que c'est l'idée que l'inconscient, en fait, pousse la personne à agir. Et ça, le théoricien qui était Freud nous a beaucoup apporté là-dessus, hein. Euh, il en a, il a finalement pas du tout ou très peu pratiqué l'hypnose en tant que telle. Pour autant, il lui a donné, je dirais, une explication qui est de nos jours toujours complètement entendable et qui a justement permis au père de l'hypnose moderne, qui est Erickson, qui est un psychiatre, qui était aussi donc hypnothérapeute, mais qui était également fondateur de l'école de Palo Alto, et c'est important. Erickson, ce père de l'hypnose moderne, euh, a créé le langage hypnotique. Il a créé le langage du changement. Et c'est vraiment ce qu'on lui doit, ça, de façon vraiment très directe. En France, nous sommes pratiquement tous des hypnothérapeutes ericksoniens. Moi, je me suis formée aussi à l'hypnose hellmanienne, qui est une hypnose beaucoup plus directe et directive, euh, et qui n'est pas métaphorique et qui n'emploie pas le même langage du changement que pouvait l'utiliser Erickson. Euh, pour autant, c'est une hypnose qui amène une interactivité et un échange un peu sur le même mode de coparticipation, mais on va le voir tout à l'heure. Alors, vous venez d'évoquer justement l'hypnose ericksonienne. Visiblement, il semble qu'il y ait différents courants de pratiques hypnotiques avec l'hypnose hellmanienne par ailleurs. Il en existe d'autres? Oui, bien sûr. Donc, en France, on connaît essentiellement l'hypnose ericksonienne, mais il y a l'hypnose aussi humaniste, qui a également une école très connue sur Paris, euh, qui utilise, je ne vais pas en parler longuement, mais un certain nombre d'inductions qui sont également assez similaires à celles que nous utilisons. Euh, il y a l'hypnose classique, hellmanienne, je le disais. Il y a l'hypnose conversationnelle qui était utilisée par Erickson, qui est finalement une des techniques de communication hypnotique qui peuvent être utilisées dans un cadre professionnel, qui est finalement pour la personne qui utilise l'hypnose conversationnelle, qui va être de se caler sur le mode de communication de son interlocuteur, qui va se sentir écouté, entendu, compris, et qui va donc être très réceptif et perceptif. Juste un petit mot sur l'hypnose hellmanienne et ericksonienne. L'hypnose hellmanienne est très modélisée. Elle a été modélisée par Jerry Kine, par Cal Banyan. Elle est très utile pour la gestion des émotions, la gestion de la douleur aussi. Elle est très largement pratiquée à l'étranger, notamment par les médecins, hein. Donc c'est important d'en parler quand même parce qu'elle a des résultats probants. Euh, Elle est différente parce que comparée à l'hypnose ericksonienne, qui elle est une hypnose beaucoup plus métaphorique, beaucoup plus indirecte, on va dire un peu plus douce et souple. Les deux ont quand même un point commun, et ça m'incombe moi, mais c'est vraiment ce que je pense. Les deux sont coparticipatives. Donc, il n'y en a pas une qui va manipuler un consultant et l'autre qui va être simplement à son écoute. Pas du tout. Les deux sont coparticipatives parce que autant l'Hellman va créer une interactivité avec le consultant, donc finalement, on va créer un échange et le thérapeute va se nourrir de ce qu'apporte le consultant pour faire évoluer la séance. Alors que dans le cas de l'hypnose ericksonienne, c'est l'entretien préalable qui va permettre au thérapeute
de comprendre et de se caler sur le mode de communication, la représentation et la vision du monde du consultant pour lui amener des mots, pour lui amener des images, pour lui amener un mode de perception et pour lui amener aussi des métaphores qui vont l'amener lui à encore plus finement se connecter à son inconscient et apporter, je dirais, les changements qu'il attend. On va évoquer maintenant le déroulement d'une séance typique en votre présence. Vous pouvez nous décrire les différentes phases d'une séance d'hypnose? Alors, je travaille moi de façon intégrative, ce qui est le cas de un certain nombre de collègues. Mais pour autant, je dirais qu'il y a quand même une structure qui est à peu près commune. Il y a d'abord un entretien qui va permettre de recueillir un certain nombre d'informations personnelles, donc de fond, hein, de la personne, sur l'histoire de la personne, mais également de l'ordre de la communication et du mode de perception de la personne, si elle est visuelle, auditive, etc., les mots qu'elle utilise, euh, quels sont pour elle éventuellement les choses qui sont importantes, les éléments qui sont importants pour elle et quelle représentation elle a de son problème ou de sa plainte. Et ensuite, on va l'amener au fur et à mesure des reformulations et du questionnement, parce qu'un hypnothérapeute, c'est d'abord un thérapeute en thérapie brève, donc il y a un questionnement qui est particulier, on le verra dans une prochaine émission. Eh bien, on va amener le consultant à déterminer un objectif. L'objectif de sa venue, qui peut être aussi l'objectif de la séance, mais pas sûr, on va le voir, hein. En tout cas, il va y avoir un objectif pour, je dirais, amener ensuite la séance d'hypnose vers un résultat qui est attendu, hein. Donc, on pose vraiment cet objectif. Ça, c'est très important. Ensuite, il va y avoir l'induction hypnotique. C'est-à-dire qu'on amène la personne en transe hypnotique dans ce mode d'hyperperception et de suggestibilité auquel elle a consenti, je le répète, pour ensuite lui faire un certain nombre de suggestions pour qu'elle aille puiser des ressources, pour qu'elle aille lever des blocages, pour l'amener justement au changement qu'elle attend. Et puis, il y a l'entretien post-hypnotique qui est très important parce que il peut, souvent, ça on le prépare jamais. On le prépare jamais parce que la séance peut avoir amené des choses complètement différentes de ce qu'on pouvait éventuellement attendre. Euh, et on peut être amené à peut-être accentuer des mots ou des réactions. On peut peut-être être amené à eh bien, recadrer certaines choses. Je pense notamment, j'ai un petit exemple en tête. Il est arrivé à un moment donné qu'une personne atteinte d'énurésie me parle lors d'une hypnose régressive de fuite. C'est intéressant pour quelqu'un qui a des troubles énurésiques. Et j'ai utilisé ce mot-là pour justement caractériser ce qui se passait au niveau psychosomatique. Donc, l'entretien post-hypnotique, pardon, est très important. Et c'est la fin de la séance. Vous avez, dans la séance, Laurence, vous avez évoqué l'induction. Quel est son but? L'induction, c'est la mise en transe, de la personne en vue de commencer le travail de suggestion. Donc, c'est un travail de concentration de l'attention, hein, euh, afin que la personne vraiment soit focalisée et on la rend vraiment suggestible. Alors, elle est d'autant plus suggestible qu'elle s'est sentie comprise lors de l'entretien préliminaire et qu'elle a consenti, bien évidemment, à être hypnotisée, en tout cas, je préfère le terme, entrer en état d'hypnose. Alors, il y a différentes formes d'induction. Peut-être que certains des téléspectateurs l'ont déjà vécu. Il y a des inductions par relaxation progressive, il y a des inductions par décompte, il y a des inductions par visualisation, par focalisation.
de l'attention. Alors moi, je les utilise toutes de façon diverses et variées dans le process inductif. Et ce qui est très important, à un moment donné, l'hypnothérapeute, qui est d'abord un technicien de l'hypnose, doit tester le niveau d'hypnose de la personne. Par exemple, quand on est sur une hypnose analgésique, il peut m'arriver de pincer la personne. Alors, sur la paume de la main, hein, attention, tout va bien, ça reste, mais quand même, je la pince pour savoir si, voilà, c'est un niveau, c'est important de tester. Et là, il y a un certain nombre de tests. Euh, L'induction est une démarche progressive. D'ailleurs, on parle d'approfondissement dans l'induction. Je me permets une question complémentaire, Laurence. Quand vous Oui, dites que vous pincez quelqu'un, la personne ressent le pincement mais ne ressent plus la douleur ou elle ne ressent plus rien? exactement. Elle ressent le pincement, mais Mhm. elle ne ressent pas la douleur. Elle D'accord. sent que je la touche. D'ailleurs, je vais lui dire. Je lui dis toujours que je vais à un moment donné toucher sa main. Donc elle sait, elle s'attend, pardon, à ce qu'effectivement il y ait ce contact-là. Mais effectivement, le stimulus n'est pas le même que si elle était au niveau conscient. Voilà. L'objectif, en fait, de l'induction, dès l'induction, il peut y avoir quand même des effets. C'est important quand même de le souligner. Une relaxation vraiment profonde qui peut être utile pour le stress et la gestion de la douleur. Déjà, ça peut être vraiment un grand soulagement. Et puis aussi, parfois, vraiment dans un but thérapeutique, ça peut être déjà très intéressant au niveau de l'induction d'avoir un pré-travail de suggestion en vue de changer les perceptions de la personne, chose que l'on fait par le travail sur les suggestions suite à l'induction. Je voudrais évoquer une question un petit peu paradoxale. Tout à l'heure, vous disiez que l'hypnose n'est pas du sommeil. Ça, je l'ai bien compris. Cependant, par l'hypnothérapie, on peut optimiser le sommeil d'un client. Alors, oui, s'il a des troubles du sommeil. Voilà. S'il a des troubles du sommeil, il faut savoir, ça va être important de savoir ce qui fait que il ne dort pas bien. Et s'il ne dort pas bien et qu'il a, alors petite parenthèse, mais je pense que c'est important pour tout ce qui est gestion de la douleur et troubles psychosomatiques, un hypnothérapeute sérieux va demander un rendez-vous préalable chez un médecin ou un parcours médical parce que il se peut que pour des troubles psychosomatiques ou de gestion de la douleur, il y ait une cause physiologique ou physique qui demande une prise en charge en médecine conventionnelle. Si toutefois ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une autre cause. Et on va partir, en tout cas une autre origine. Je préfère le mot origine. Et du coup, ça va être intéressant d'aller explorer ce qui fait que la personne, bien, a ces troubles du sommeil. On vient d'évoquer l'induction. Comment se déroule concrètement le travail sur les objectifs fixés pendant la séance? Je le disais, lors de l'entretien, on amène la personne à fixer un objectif. C'est ce qu'on appelle un peu aussi dans notre jargon l'anamnèse, hein. Donc, quand on a l'objectif, cet objectif, il peut parfois avoir des sous-objectifs. Pourquoi? Parce qu'un objectif, il va très, très souvent être sous-tendu par des besoins fondamentaux insatisfaits. Je vous donne un exemple. Une personne vient, un consultant vient et me dit, moi, mon objectif, c'est que ma relation conjugale se passe mieux. Euh, et quand on explore ensemble, hein, par des questionnements, ce qui se passe, la personne me dit assez rapidement, je voudrais lâcher prise par rapport au fonctionnement de mon conjoint qui fume régulièrement, et chose qui m'irrite énormément et qui crée beaucoup de tension dans notre couple. Je voudrais pouvoir lâcher prise, lâcher ce contrôle. On voit bien que dans un premier temps, c'est ce besoin de lâcher et de lâcher prise, de prendre de la distance par rapport à ce besoin de contrôle qui va d'abord faire l'objet d'un premier travail. Donc, notamment dans ce cas précis, on s'est surtout focalisé sur une insécurité affective euh,
dans l'enfance de la personne qui a fait qu'à un moment donné, elle reproduit un comportement qu'elle avait adopté, qu'avait adopté un des parents, donc elle le reproduit en imago familial. Et c'était important de pouvoir, sous hypnose, avec différentes techniques, d'aller explorer ça, pour ensuite, effectivement, se pencher sur la relation conjugale en tant que telle. Pour parvenir à la fin de la séance, comment se passe le retour à l'éveil habituel? Est-ce qu'il y a des effets secondaires possibles après une séance? Alors, il n'y a pas d'effet secondaire, mais je vais en parler un peu plus, avec un peu plus de précision. Ce qu'il est d'abord important, je pense, de préciser, euh, c'est qu'il n'est pas possible de ne pas sortir de l'hypnose. On n'est pas bloqué en hypnose. Je crois que de mémoire d'homme, il n'y a pas d'exemple, d'accord? Il se peut qu'on soit tellement détendu qu'on n'ait pas trop envie de revenir. Oui. Il se peut aussi que, on va le voir, que l'on soit vraiment tellement détendu que l'on propose à la personne qui sort de l'hypnose un verre d'eau, de faire quelques pas, de repartir vraiment, de reprendre corps dans l'état conscient dans lequel elle va repartir, être amenée à repartir en tout cas. Donc ça, c'est important, on n'est pas bloqué, on est souvent très relaxé. On est apaisé, détendu, on peut aussi se sentir très léger et il n'y a pas d'effet secondaire. Je le disais, ce n'est pas une pratique médicale, l'hypnose. On n'a pas besoin ce n'est pas une activité réglementée parce que ce n'est pas une pratique médicale. Les hypnothérapeutes ne sont pas des médecins. Du coup, si elle n'a pas été réglementée, notamment on peut se l'expliquer comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Finalement, on recrée un phénomène, en l'intensifiant, un phénomène naturel. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que pourtant, malgré le fait qu'elle ne soit pas, alors, entre guillemets, officialisée, il existe des interventions médicales sous hypnose. Bien sûr, parce que les effets sur le corps sont réels. Quand on parle d'hypnose analgésique ou d'hypnose anesthésiante, c'est qu'effectivement, elle va permettre de gérer la douleur, elle va permettre aussi de pratiquer des interventions. Donc les effets sur le corps sont réels. Pour autant, pour les médecins, parce qu'en fait ce sont des médecins, en milieu hospitalier, ce sont des médecins ou des infirmiers qui pratiquent l'hypnose, hein. Euh, et quand ils pratiquent l'hypnose pour notamment réaliser une opération, euh, contrairement, il ne s'agit pas de mettre un produit dans le corps et on attend que ça se passe, bien que je vais faire hurler les anesthésistes, il y a un contrôle bien évidemment hein, dans tous les cas. Simplement, le praticien en hypnose ou l'hypnotiste en milieu hospitalier va contrôler que la personne est bien toujours, comme je vous disais, moi je pince la personne, il va régulièrement s'assurer que la personne est bien toujours en état d'hypnose. C'est pour ça on voit souvent dans les photos qui sont données les gens qui sont juste derrière la tête pour justement s'assurer que l'état est bien conservé. On va maintenant aborder j'allais dire, le nombre de séances potentielles, sachant que bien évidemment, ça diffère selon chaque client, mais en règle générale, combien de séances sont nécessaires pour constater des résultats? Alors, ça va vraiment dépendre, hein, évidemment, quand on est sur un objectif très très fixe, je dirais l'arrêt du tabac, par exemple. Bon, on est allé à 2 à 3 séances. L'arrêt du sucre aussi. Euh, sur les troubles psychosomatiques, ça va être beaucoup plus variable, comme sur les troubles du comportement. Ça va vraiment dépendre de ce qui amène la personne et ce à quoi va amener le travail exploratoire avec l'hypnose. Il faut savoir quand même que l'hypnose est une thérapie brève.
Donc, elle s'inscrit dans les thérapies brèves qui proposent un parcours d'accompagnement thérapeutique de maximum 10 séances sur un objectif. Hein, j'entends bien. Donc, on est sur un maximum de 10 séances. Ça reste une thérapie brève qui va être un petit peu fluctuante en fonction effectivement de ce qui va être amené. Bon, tout ce qui est, je dirais, addiction ou dépendance, tabac, sucre, perte de poids ou pulsion alimentaire, et puis la gestion de la douleur, on est sur des parcours sur maximum 5 séances. Après, voilà, ça reste indicatif. Il est possible par rapport à ce que vous dites là, Laurence, concrètement, qu'une personne qui souhaite cesser de fumer, 5 séances s'avèrent suffisamment efficaces, mais malheureusement l'effet ne perdure que sur une courte période, on va dire 3 à 6 mois, et qu'il faille à ce moment-là revenir pour reprendre quelques séances supplémentaires. Alors, je propose, dans le cadre du tabac, toujours une séance à 6 mois pour faire le point, une séance bilan Mhm. pour faire le point. Euh, sevrer du tabac, ou en tout cas arrêter le tabac, ce n'est pas simplement arrêter une pratique, c'est aussi se rendre autonome par rapport à ce qui nous faisait fumer. C'est ça en fait qui est important. Plus tous les produits addictifs qui étaient dans le corps, bien évidemment. Alors, on sait que par exemple dans le cadre du tabac, la dépendance physique est de très courte durée. Hein. Mhm. Elle est un peu plus de 24 à 48 heures. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de l'alcool. L'alcool étant notamment créant une dépendance physique qui est beaucoup plus installée souvent et qui est du coup avec l'hypnose beaucoup plus aléatoire. Ça peut marcher, hein, mais beaucoup plus aléatoire et créer une dissociation. Donc c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est ce qui va pousser la personne à être dépendant à une substance, à avoir créé cette ressource-là. C'est le fait d'être autonome par rapport à ça qui, normalement, va l'amener à arrêter. Et on fait le bilan à 6 mois, mais normalement, sauf nouvel événement particulier, normalement, elle est... et en plus, elle est très fière de sa réussite. Bien souvent, les gens sont très fiers. Par-delà les addictions, dans quel cas l'hypnose est-elle particulièrement efficace? Alors, elle est vraiment efficace dans les troubles physiques, hein, la douleur, l'épuisement aussi, hein, qui peut être complètement physique, ce qu'on appelle aussi le burn-out, qu'il soit professionnel ou pour des causes plus personnelles, les troubles psychosomatiques, et puis, il y a aussi tous les troubles de nature psychologique, hein. Ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, un épuisement psychologique, hein, un stress, des troubles du comportement alimentaire. Euh, Ça peut être aussi un stress post-traumatique, sachant qu'on a aussi un certain nombre à utiliser le MDR et également des techniques d'hypnose qui permettent justement de traiter les mémoires traumatiques. Donc voilà, physique, psychosomatique, psychologique, comportementale, sachant que vraiment ce sont des mots qui s'expriment dans le corps. Et souvent on n'en prend pas conscience quand les gens viennent, ils se disent ah bah oui c'est vrai, oh j'étais stressée et puis du coup je sentais plus que j'avais mal au dos. Euh, ou bien quand ils avaient une grande peur, qui n'a pas eu, quand on a une phobie ou quand on a une anxiété, on peut avoir des troubles respiratoires, des troubles du rythme cardiaque. On peut aussi avoir une sudation, on peut avoir des troubles du sommeil. On a très souvent le corps qui est embarqué. C'est pour ça d'ailleurs que l'hypnose nous embarque dans le corps, nous embarque dans nos sensations, dans nos émotions, les émotions étant une manifestation corporelle, parce que c'est sur ce terrain-là qu'il va falloir lever les blocages et trouver des ressources. Et puis, l'hypnose est efficace sur ces types de mots parce que, je l'ai déjà dit, on va s'attacher aux symptômes. Symptôme qui est souvent
dans le corps ou parce quand il est psychologique, s'inscrit un petit peu aussi dans le corps. En tout cas, moi je fais partie des gens qui travaillent même en hypnose ou en EMDR ou sous d'autres types d'hypnose comme l'HTSMA, en impliquant les perceptions et les sensations corporelles dans le travail, même relationnel, et les avancées relationnelles qui sont faites. C'est-à-dire que la personne va avancer dans ses représentations qu'elle a sur son environnement et sur les relations, par exemple, qu'elle peut entretenir en faisant des allers-retours en se mettant en contact en fait avec ses perceptions corporelles. Et c'est en mettant vraiment en lien ce lien corps-esprit qui va justement donner des résultats intéressants. Vous avez cité les addictions, on a parlé des troubles du sommeil, des troubles alimentaires. Au niveau des phobies, l'hypnothérapie peut parvenir globalement à encadrer chaque phobie, alors qu'il s'agisse par exemple de la peur de prendre de l'avion, qu'il s'agisse de la peur des araignées, de la peur de l'eau, de la noyade. Bon, il y a tellement d'exemples. Alors la phobie, c'est intéressant parce que c'est souvent la peur, alors c'est une peur extrême, hein, c'est une peur anticipatoire. On a peur d'avoir peur quand on est phobique, hein. Et elle a souvent un événement initial. Elle a un événement initial qui est souvent très lointain. Et ça va être intéressant. Alors, moi, j'utilise beaucoup l'hypnose régressive dans ces cas-là, ou la thérapie de la relation, qui est une forme aussi d'hypnose. Euh, Pourquoi revenir à l'événement initial? Parce que bien souvent, c'est lui qui va ensuite ouvrir la porte à d'autres peurs qui vont se cristalliser. Je vous donne un exemple. Dans le cas de la phobie de l'avion, c'est un très bon exemple et souvent c'est très handicapant parce que les gens peuvent vraiment pas mettre un pied dedans. Eh bien, on fait remonter les gens bien souvent avant le développement du facteur critique. Le facteur critique, c'est ce facteur conscient qui fait que nous émettons des avis, c'est notre libre arbitre. On sait maintenant par les recherches médicales et les neurosciences que ce facteur critique se développe à partir de 6 ans. En tout cas, il se cristallise. Et bien souvent, les premières expériences de peur terribles, qui peuvent parfois être très anodines, hein. Un papa ou une maman qui a oublié son enfant à l'école, hein, alors qu'il était en sécurité, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement, ça révèle pas forcément une maltraitance, mais quelque chose qui a été ressenti dans sa subjectivité comme étant très fort et presque un peu, je dirais, un peu traumatique, euh, va ensuite générer d'autres types de peurs qui vont se cristalliser et puis arriver à un moment donné jusqu'à une peur de la peur, qui est la phobie. Voilà, donc il faut aller un peu démêler la pelote et remonter à l'origine. Si on évoque maintenant les affections physiques et psychosomatiques, comme notamment les acouphènes, l'urticaire, comment l'hypnose peut-elle agir sur ces différents troubles? Alors, ce sont merci de ces exemples, Stéphane, parce que ce sont des troubles qui ont bien souvent des origines très, très diverses. Et en fonction de ça, l'hypnose va être efficace ou pas. Les acouphènes, par exemple. Les acouphènes peuvent être créés par une inflammation des sinus, par un problème circulatoire, par une exposition au bruit. Je fais appel à ma mémoire pour aussi, ça peut être aussi une dégradation définitive du conduit auditif. Euh, Dans le cas d'une exposition à un bruit important ou à une dégradation du conduit auditif, l'hypnose ne peut rien. Bien évidemment, c'est plus possible, hein, c'est définitif. Après, pour tout ce qui est problématique circulatoire, il y a des effets. Moi, je combine l'hypnose et l'énergétique. Quand on a une inflammation des sinus, bien souvent, on se fait soigner par la médecine conventionnelle. Et puis, il y a une origine psychosomatique des acouphènes. Il est arrivé que des gens qui avaient connu un événement émotionnel fort développent des acouphènes. Et là, l'hypnose, du coup, du fait de la nature psychosomatique, est
très efficace. L'urticaire, c'est en fait, c'est complètement différent. L'urticaire, c'est une forme d'allergie. En fait, la personne développe ou fait une crise d'urticaire quand elle est en contact avec un élément extérieur qui est allergène. Dans ces cas-là, comme l'asthme, hein, quand on a une grosse crise, faut pas appeler son hypnothérapeute, hein. Quand on a une crise aiguë, la médecine conventionnelle est toute dédiée. Par contre, il peut y avoir des traitements efficaces avec l'hypnose sur le long cours, sur les allergies. Moi, j'ai accompagné des personnes allergiques, piqûres d'insectes, voilà, des allergies plus ou moins graves. Et c'était intéressant de justement diminuer, diminuer la réaction de ces personnes face à quand elles sont en contact avec l'élément extérieur. Moi, je fais un petit peu d'énergétique aussi en même temps. C'est à la fois les deux, mais les résultats sont intéressants. Mais c'est une méthode au long cours. C'est pas dans l'urgence. Dans l'urgence, on va voir son médecin. Est-ce que l'hypnose peut être également utilisée pour la gestion de la douleur? Alors, je prends un exemple très simple. Je pensais aux personnes qui souffrent de brûlures. Je ne parle pas nécessairement des grands brûlés, mais des personnes qui vraiment souffrent d'une brûlure intense. Alors, tout dépend où la brûlure se situe, mais effectivement, on sait que l'hypnose est utile pour les douleurs aiguës aussi. J'en ai pas parlé parce que la douleur aiguë est un signal qu'il faut prendre qu'il faut prendre très au sérieux. Euh, Par exemple, une personne qui a je vais revenir à votre exemple, qui s'est fait une entorse, on peut très bien diminuer la douleur par l'hypnose, mais ça n'a aucun intérêt. Parce qu'elle a d'abord besoin de mettre sa cheville au repos, c'est pas le moment d'aller la faire marcher et je dirais aggraver ce qu'elle a déjà, les difficultés qu'elle rencontre déjà. Sur la brûlure, on peut aussi diminuer l'intensité. Ça peut être des brûlures d'estomac, ça peut être effectivement une brûlure. Alors moi je sais que je fais de l'énergétique et on peut aussi, par des passes manuelles, très efficacement faire passer les brûlures. Ça, je peux effectivement le proposer et l'hypnose aussi peut proposer en complément effectivement, peut-être aussi via l'hypnose magnétique, parce que je n'en ai pas par le magnétisme, je n'en ai pas parlé, mais elle est aussi très efficace pour ceux qui sont enclins à utiliser ou à réceptionner l'énergétique. C'est tout à fait possible et tout à fait efficace. Afin de clarifier les limites également de l'hypnose, peut-elle guérir des maladies graves? Surtout quand on a une maladie grave, fibromyalgie, je donne quelques exemples certainement connus, sclérose en plaques, plutôt des maladies métaboliques, l'endométriose, les cancers bien évidemment. On est d'abord pris en charge par la médecine conventionnelle. Pour autant, l'hypnose peut avoir un effet de complément très intéressant. Donc, pas uniquement l'hypnose. Voilà, moi, ça ne n'engage que moi, mais c'est ma position. Pour autant, l'hypnose peut vraiment potentialiser les effets d'un médicament. Ça, c'est vrai, ça a été prouvé. Également réduire les effets secondaires d'un médicament, je pense à la chimio ou la radiothérapie. Moi, dans ces cas-là, j'utilise aussi l'énergétique, surtout pour la radiothérapie, hein. C'est le feu, hein, la radiothérapie. Donc, on en parlait il y a quelques instants. Donc, diminuer les effets secondaires, ça c'est important. Et puis, travailler aussi sur les peurs que génère la maladie, parce que c'est une épreuve de vie. Donc, il y a aussi un accompagnement thérapeutique, psychologique, qui peut se faire par l'hypnose, pour la personne qui est malade, mais aussi pour les accompagnants, par exemple, hein, qui sont très embarqués également dans le traitement de la maladie.
Si nous nous focalisons cette fois sur les précautions, j'allais dire, liées à l'hypnothérapie, est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Oui, plus ou moins rapidement et plus ou moins profondément. Pourquoi? Parce que on peut aussi, un individu, parce qu'il a eu des peurs, parce qu'il a vu un spectacle d'hypnose, parce qu'on lui en a parlé, va développer des résistances, des peurs qui font que il va être de but en blanc moins réceptif. C'est pour ça que j'en parlais, l'entretien préalable est très important avec l'hypnothérapeute. Oui, on est tous réceptifs à l'induction hypnotique et on est plus ou moins suggestible. Suggestible, c'est quand on est justement, on se rend influençable, on se rend réceptif à la suggestion qu'on nous fait. Euh, et ça conditionne la relation de confiance. C'est la relation thérapeutique qui va être mise en place par le thérapeute, entre le thérapeute et le consultant. C'est une relation de confiance finalement. Et plus la personne a confiance, et plus elle va être suggestible. Et il faut savoir aussi que le thérapeute en général, en tout cas les hypnothérapeutes, ont une position basse, c'est-à-dire qu'ils sont là pour accompagner et non pas pour être en situation de domination, ou en tout cas, je dirais ils ne souffrent pas de cette position peut-être parfois inconfortable que peuvent avoir des médecins à qui on va conférer une position haute parce qu'ils sont sachants et que le patient est non sachant. Nous, nous sommes non sachants. Moi, avant que la personne passe la porte, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas ce qu'elle m'amène, et c'est parce qu'elle m'amène un certain nombre de choses que je vais pouvoir l'accompagner. Mais j'ai une position d'une grande modestie, une grande humilité, parce que je ne sais pas comment je vais travailler avant qu'elle passe la porte. Donc, relation de confiance et suggestibilité, oui, c'est en principe. Franchement, moi, j'ai jamais eu, pour l'instant, de ma petite pratique encore naissante, jamais de résistance. Toujours dans l'approche relative aux précautions d'usage, est-ce qu'il y a des contre-indications, pardon, à l'hypnose? Dans quel cas peut-elle être déconseillée? Alors, j'ai en tête, par exemple, des personnes qui souffriraient de bipolarité, des personnes qui souffriraient de Mm. schizophrénie notamment. Mm. Est-ce que là, dans le cas présent, l'hypnose s'applique? Oui, tout à fait, Stéphane. Pour les psychopathologies et les troubles dissociatifs, schizophrénie, paranoïa, c'est vraiment contre-indiqué, sauf à dire qu'un psychiatre euh, propose, ou en tout cas recommande l'hypnose dans un but très précis. Moi, ça m'est arrivé, un patient atteint d'hystérie qui est venu pour de la gestion de la douleur et du stress, recommandé par son psychiatre, et ça s'est très bien passé. Mais vraiment, il faut que la personne soit adressée. J'étais même à réfléchir à un point annexe. Vous voyez, on évoque les contre-indications. Je me disais, l'hypnose peut-elle, alors, volontairement ou involontairement, éveiller des souvenirs enfouis et provoquer une réaction totalement inattendue? Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Une personne qui aurait été victime dans son enfance d'abus sexuels, par exemple, et qui les a volontairement occultés et qui souffre d'un trouble ou d'une pathologie qui pourrait en résulter, peut-il se confronter par l'hypnose à la résurgence de ces souvenirs? Oui, c'est ce qu'on appelle l'abréaction émotionnelle, et je vous dirais que c'est même une bonne nouvelle. Ça peut paraître contre-intuitif ce que je dis, mais on est là pour travailler, on est là pour amener, faire ressurgir ce qui était enfoui, justement. Et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le vrai danger, il n'est pas là. Le vrai danger serait de créer des faux souvenirs. Là, par contre, c'est dangereux. Parce que ça ne correspond pas à l'histoire de la personne. Et là, il faut vraiment que euh, tous les thérapeutes, qu'ils soient hypno ou psychothérapeutes, soient très vigilants. Mais on est tous vraiment là-dessus tout à fait sensibilisés. Mais les Mais, abréactions sont des bonnes nouvelles pour moi. mais objectivement, Laurence, comment faire la différence entre un faux souvenir et un souvenir? Le faux souvenir,
Il est créé par l'attitude du thérapeute qui va à un moment donné induire un certain nombre de pensées, de sensations ou d'émotions qui ne viennent pas du consultant lui-même. C'est pour ça que je vous disais position basse du thérapeute qui n'amène rien, c'est le consultant qui amène. Nous sommes là vraiment pour accompagner. C'est vraiment important, sinon, effectivement, il y a ce risque-là. Quel conseil donneriez-vous justement aux personnes souffrant de troubles psychotiques sévères? Déjà d'aller voir un médecin, bien sûr, un médecin psychiatre, et de se faire suivre avec des gens qui sont formés et compétents pour en connaître. Alors, une petite question piège de ma part, comment choisir un bon hypnothérapeute? Ah, un hypnothérapeute, un bon, euh, bon, c'est déjà quelqu'un pour moi, hein, je vais donner une réponse très personnelle, c'est quelqu'un qui va soigner la relation thérapeutique. Voilà, j'en parle tout le temps, mais c'est important, c'est un préalable. On a parlé de peur face à l'hypnose, on a parlé il y a quelques instants de faux souvenirs. C'est quelqu'un qui va vraiment être en position basse, en position d'accueil, de mettre en place une relation thérapeutique bienveillante, d'écoute et sécurisante. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Pour moi, un bon hypnothérapeute, c'est d'abord un bon communicant. C'est quelqu'un qui a été formé et qui a compris comment l'autre fonctionnait et comment l'autre communiquait. L'autre, je parle, c'est le consultant, mais bien évidemment, très souvent, par des formations professionnelles, on est souvent un peu à l'affût de ce type-là. Donc, de tous ces types de communication, d'abord, c'est un bon communicant, quelqu'un qui va soigner la relation thérapeutique. Et c'est aussi, pour moi, quelqu'un qui va donc reconnaître la personne, qui va savoir identifier le symptôme, savoir aussi, c'est aussi un bon technicien, attention, hein, savoir, c'est quelqu'un qui va bien maîtriser les outils d'induction hypnotique, les différentes suggestions. Euh, c'est donc un bon technicien, d'abord je dirais un bon hypnotiste. C'est quelqu'un qui va pouvoir s'adapter très facilement à ce qui est amené, notamment quelle qu'en soit, je dirais, l'origine, hein. C'est quelqu'un euh, qui est assuré dans ses compétences et qui reconnaît ses limites aussi. L'hypnothérapeute n'est pas un gourou. C'est pas quelqu'un qui impose ses connaissances, son savoir, son savoir-faire. Et cette position-là de retrait, à nouveau, c'est la position, moi je préfère la position basse, elle est vraiment importante. Il sait, Anton Mesmer, au XVIIIe siècle, déjà en parlait un petit peu, il sait se connecter à son consultant et non pas apporter un éclairage péremptoire en se disant la personne va comprendre, elle va repartir avec, c'est très bien, le travail va se faire. Non, le travail il se fait en séance, il se fait aussi après, hein, mais il se fait d'abord en séance et c'est important donc d'avoir ces éléments là. Et puis c'est aussi quelqu'un, un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui est d'abord thérapeute et qui a des connaissances solides en thérapie de l'attachement, en thérapie familiale, en thérapie individuelle et qui a ses fondamentaux bien en tête. Une question pratique de ma part, l'hypnose est-elle remboursée par la sécurité sociale ou les mutuelles et par l'affirmative? Comment survient cette prise en charge? Alors non, enfin par la sécurité sociale non, parce que c'est pas une pratique médicale, donc elle n'est pas prise en charge par la médecine au titre de la médecine conventionnelle, puisqu'elle est très différente. Certaines mutuelles maintenant commencent à la rembourser. Elles sont encore très peu et sur un nombre limité de séances et pour des motifs très particuliers, souvent la gestion de la douleur, certains troubles psychosomatiques, de l'épuisement, du stress. Euh, voilà, tout ce qui va être de l'ordre du développement personnel ne va pas être remboursé souvent par les mutuelles.
Si on revient au rôle de l'hypnothérapeute, la notion de relation thérapeutique, comment vous qualifieriez l'accompagnement du patient de la part de l'hypnothérapeute? On est vraiment à l'écoute, on respecte le libre arbitre de la personne, on recueille son consentement, on est toujours vraiment dans ce dialogue conscient-inconscient que peut-être que nos téléspectateurs ne se représentent pas vraiment. Parce que on peut avoir en tête une séance d'hypnose avec un entretien, une induction et des suggestions. Ça peut être aussi, les temps d'hypnose peuvent être intercalés dans l'entretien. Et du coup, on amène le consultant progressivement vers son objectif ou son sous-objectif en testant régulièrement l'objectif tout en toujours le resécurisant parce que s'il vient, c'est qu'il est insécurisé. Ça, c'est le travail sur la peur, il est systématique. La personne est insécurisée. Donc, on travaille sur cette sécurité, cette mise en sécurité pour vraiment l'amener à être, je dirais, suggestible et pleinement acteur de son changement et pleinement acteur de ce que lui, parce que c'est lui qui met en place, hein, c'est pas un processus magique. Le magicien, je le dis toujours consultant, le magicien c'est vous. Donc c'est eux qui vont mettre en place ces changements-là en changeant leur représentation, mais c'est parce qu'ils sont volontaires pour ça. Donc c'est vraiment toujours cette volonté, ce consentement à, à, à agir et à adhérer au processus thérapeutique qui est vraiment crucial. Et c'est très 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 régulièrement et fréquent pendant la séance d'hypnose que je recueille le consentement. Bien sûr, je demande aux gens comment ils vont et je recueille leur consentement pour qu'ils soient pleinement, qu'on soit pleinement ensemble dans ce cheminement. On vient d'évoquer il y a quelques instants la notion de souvenir ou de faux souvenirs. Je voulais savoir si l'hypnose n'était pas en quelque sorte parfois une porte ouverte à l'imagination. Ce que je sous-entends par là, notamment, c'est par exemple des expériences d'hypnose qui sont dédiées à des pseudo-pratiques. Alors, mon propos n'est pas un jugement, hein, mais simplement quand je vois des mécanismes d'hypnose régressive liés à des vies antérieures ou des choses de la sorte, il ne m'appartient pas de juger, mais j'ai le sentiment que ça aurait tendance quand même à dénaturer quelque peu l'hypnose dans sa forme. Alors, j'en ai pas parlé, mais il y a des formes d'hypnose qui sont directement en lien avec le système de croyance des gens. En quoi est-il répréhensible de proposer un travail en hypnose symbolique, en hypnose spirituelle à quelqu'un qui nourrit ces croyances-là? Euh, il va, il va certainement y adhérer, et s'il y adhère, ça va lui faire du bien. L'hypnothérapeute, c'est un thérapeute en thérapie brève, et parmi un des postulats, c'est je dirais, de surfer sur ce qui marche chez la personne et de respecter son système de croyance. Donc si c'est son système de croyance, c'est très bien. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans l'hypnose spirituelle et qui sont des gens très sérieux et qui aident très sincèrement les gens qui viennent les voir. Moi, je n'en fais pas, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est très bien d'en avoir parlé parce que ça peut être très très utile pour ces personnes-là. Quel message principal souhaiteriez-vous que les téléspectateurs retiennent de cette émission dédiée à l'hypnose? Alors, que l'hypnose est une démarche thérapeutique qui est efficace et qui est sûre. Voilà. C'est une démarche qui n'est pas magique. C'est une démarche qui est prouvée scientifiquement. Et chacun y va. On a parlé de la réceptivité. Chacun y va et à son rythme. Et ça, c'est important. L'hypnothérapeute se doit de respecter la temporalité du consultant. Ça, c'est très, très, très important. L'autre message, c'est que le consultant est l'acteur principal de son changement. J'ai été amenée à le dire.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est suggestible et qu'il accueille toutes ces suggestions et parfois toutes les pratiques un peu étonnantes, parce qu'il y en a des très étonnantes, pratiquées par des psychiatres aussi, hein, qui sont des thérapeutes en thérapie brève, mais qui peuvent paraître étonnantes. Parfois, les gens adhèrent à des choses, voilà, auxquelles ils adhéreraient certainement pas en temps normal, mais comme il y a cette relation de confiance et qu'on leur dit qu'ils sont aussi acteurs principaux, ils y adhèrent complètement. Je vais dire aussi un message important, c'est que c'est une démarche intégrative et ses résultats tiennent aussi de cette dans le spectre. Moi je sais que je pratique avec un spectre assez large, hein, tout ce qui est physique, psychosomatique, psychologique, et c'est vrai que c'est important pour moi de travailler de façon intégrative et ça apporte des résultats. Ça c'est un point important et on est de plus en plus à travailler de cette façon. Et puis un autre message important, c'est que l'hypnose fait partie, est inclus dans les thérapies brèves. C'est-à-dire qu'elle met en place un dialogue conscient-inconscient. Elle traite le symptôme qui révèle un blocage, mais aussi qui est un formidable puits de ressources. J'en avais parlé au début de l'émission. Et vraiment que le consultant, en fait, garde le contrôle, mais pas pour les mêmes raisons. Et ça, c'est important. Souvent, on garde le contrôle au niveau conscient parce qu'on a peur. On est dans le contrôle parce qu'on a peur. Eh bien, à l'état inconscient, on garde le contrôle parce qu'on est pleinement en contact avec son monde perceptif, son monde intérieur. Et c'est vachement rassurant. C'est à un moment donné, il m'arrive en induction de dire aux gens, vous pouvez faire venir votre propre odeur parce qu'elle est rassurante. Parce que tout ce qui vient de nous est rassurant, on se recentre. Et ça, c'est vraiment très important de le souligner. Et voilà, c'est le message que j'aimerais que les gens gardent en tête de cette émission, en tout cas sur l'hypnose. Deux petites questions pratiques déjà évoquées lors de l'interview. Les séances d'hypnothérapie peuvent survenir à distance? Alors, certains de mes collègues le font, moi non, parce que je travaille de façon psychocorporelle très souvent. Je suis amenée à faire des mouvements alternatifs, du tapping, c'est-à-dire qu'on fait des petits tapotements sur les rotules. Donc moi, je ne propose pas, mais c'est tout à fait possible. L'hypnothérapie s'adresse principalement à un public adulte ou peut concerner des adolescents ou des enfants? Ça peut concerner des adolescents et des enfants aussi, tout à fait. Après, souvent, les hypnothérapeutes se spécialisent un peu comme les psychothérapeutes d'ailleurs, hein, parce que les enfants ont un monde imaginaire, un langage différent, et c'est très important de pouvoir capter très rapidement même le mode perceptif, le mode de langage de l'enfant et de l'adolescent. Donc oui, mais c'est tout à fait possible. Allez, pour conclure, un dernier mot pour encourager celles et ceux qui hésiteraient encore à franchir le pas. Que l'hypnose, c'est pas de la magie, mais ça marche. Voilà. Ça marche et c'est vraiment, il y a un spectre d'action très large. Il faut vraiment appeler l'hypnothérapeute, discuter avec lui, échanger, parce qu'il est là pour accueillir. Donc faites le pas pour savoir si vous avez envie de faire une séance ou pas. Mais parlons-en, vraiment. Merci Laurence Dubory. Merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'hypnose ou prendre contact avec Laurence Dubory pour ses prestations, bien évidemment, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission en compagnie de Laurence Dubory, dont le sujet n'est pas encore dévoilé, mais cela ne saurait tarder. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.